Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette dernière édition d'information de la soirée sur Canal 7. Et nous ouvrons par le Gabon. Cette période de vacances rime donc avec augmentation des tarifs de transport en raison de la forte demande. Nos équipes sont allées constater ce qui se passe réellement sur le terrain et à la surprise générale, il n'en est rien. Les tarifs restent encore inchangés. Michel Tseni et Adam Snembi pour le constat. Face aux risques encourus par les usagers lors de leur déplacement, des mesures de sécurité ont été renforcées sur ordre du gouvernement, notamment dans le secteur du transport terrestre. Le but étant de sécuriser les passagers et les biens. On compte parmi ces mesures l'interdiction de voyager pendant la nuit, une mesure qui pose problème aux agences de voyage au regard de son caractère imprécis. Au niveau de chez nous, c'est quand même respecté, mais le problème qui se pose, c'est que on ne nous a pas donné vraiment une heure fixe qu'on ne doit plus circuler. Ils ont juste dit qu'on ne veut plus les voyages de nuit. Il y a parfois ici, on fait les départs de 13h, on arrive parfois à 20h, même tu arrives même à 20 km d'OM, on te dit que tu ne peux plus passer parce qu'il fait 20h. Ils ont interdit les voyages de nuit, on ne peut plus circuler. Donc, c'est ce qu'on demande souvent, c'est parce qu'ils ne nous ont pas vraiment précisé l'heure exacte qu'on doit arrêter de circuler. Parce qu'ils ont dit non, il n'y a plus les voyages de nuit, mais normalement, ils devraient aussi mettre une heure fixe. Quand on sait qu'à telle ou telle heure, on ne doit plus circuler. Donc, de ce côté-là, on est un peu vraiment embêté. D'autres initiatives ont été également prises. Nous faisons souvent des séminaires avec des chauffeurs. Nous avons dans les bus des numéros verts. Vous parlez par rapport aux vitesses. Il y a des numéros verts dans les bus. En cas de vitesse, ils appellent à l'agence. Parce que la vie est précieuse, il faut la préserver. D'autres secteurs devront emboîter le pas au secteur du transport terrestre. Et justement, à propos du trafic en cette période de vacances, des dispositions de sécurité sont prises par les agences de transport en vue de minimiser les risques d'accident de la route. Retrouvons une fois de plus Michel Tseni et Adam Sendembi. La période estivale, dite des grandes vacances, est l'occasion pour beaucoup de Gabonais d'effectuer un voyage à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Que ce soit dans le secteur ferroviaire, maritime, aérien ou terrestre, l'ambiance est encore on ne peut plus timide. Cette année, contrairement à celle que ces sites dégagent à la même période, les raisons évoquées pour plus d'un, notamment l'attente des résultats des examens de fin d'année ou encore la conjoncture que traverse le pays. Bon, pour l'instant, c'est un peu compliqué, compte tenu du fait qu'on attend un peu les résultats. Les élèves il n'y a pas encore affluence parce que les élèves n'ont pas encore eu les résultats, donc pour l'instant, ce n'est pas encore ça. Mais nous pensons qu'après la fin des examens, la clientèle sera plus dense. Mais aussi, il faut ajouter à ça la crise que traverse le pays. Parce que lorsqu'on a les moyens de faire déplacer une famille, on ne peut pas hésiter d'agir dans ce sens. Mais lorsque les moyens sont minimes et qu'actuellement on a même du mal à se nourrir, je ne vois pas n'importe qui en train de déplacer toute une famille vers la province, sachant bien qu'il doit la ramener et préparer sa rentrée scolaire. Cette période considérée pour beaucoup d'entreprises de transport comme la période de vache grasse, du fait des chiffres d'affaires jugés importants au regard de la flambée des tarifs, n'a pas encore eu l'effet escompté. Les prix sont restés statiques, notamment celui du trajet par voie terrestre Libreville-Bitam qui est à 14 000 francs CFA. Habituellement en période estivale, ce trajet peut coûter 20 000 francs la personne. Et en saison sèche, bon nombre de personnes choisissent d'entamer ou d'achever leurs travaux de construction. Seulement, de nombreux chantiers sont confrontés à la cherté des prix du matériel de construction. La nouvelle mesure gouvernementale qui interdit l'importation du ciment va-t-elle avoir un impact sur les populations? Nos reporters Michel Tseni et Adam Sendembi se sont intéressés à la question. En raison du caractère propice de la saison sèche, notamment avec l'arrêt des pluies, vacances scolaires ou congés et allègement du coût financier, certaines personnes optent pour construire en cette période. La saison sèche, c'est bien indiqué parce que Libreville est marécageux. La saison sèche permet d'amener l'eau beaucoup plus bas et les gens peuvent construire sans problème. Pendant la saison des pluies, il faut beaucoup de moyens. Par exemple, les motopompes et tout cela pour récurer de l'eau et que les gens puissent construire. Donc ça coûte plus cher. C'est pour cela qu'on peut faire.
en dépit de la nouvelle mesure gouvernementale d'interdire l'importation du ciment pour favoriser la production locale et de pourvoir des emplois, la question du prix du ciment et autres matériaux de construction reste un rouleau d'étranglement pour les populations. Nous voulons que le gouvernement baisse les prix de ciment. C'est trop compliqué. Le gravier est cher, le sable est cher, le ciment est cher, le fer est cher, alors que nous avons tout sur place. Pourquoi on ne peut pas baisser? Pour asseoir cette nouvelle donne, l'harmonisation du coût du matériel de construction devra suivre pour permettre à plus d'un d'avoir un toit au-dessus de sa tête. La suite avec cette information en bref. Réduire de moitié l'indice de fécondité dans 15 pays de la CEDEAO. Tel est l'objectif que se sont fixés les parlementaires de 15 pays de la communauté économique des États d'Afrique de l'Est, du Tchad et de la Mauritanie. Cet engagement a été pris lors d'une réunion ce week-end à Ouagadougou. Pour ce faire, les députés comptent inciter les gouvernements à allouer au moins 15% du budget à la santé pour faire de la croissance démographique maîtrisée un atout pour le développement. D'ici 2030, les parlements devraient inciter les gouvernements à mettre en place des politiques tendant à faire en sorte que chaque femme ait au plus 3 enfants pour maîtriser le boom démographique, a indiqué le président du Parlement burkinabé Salifou Diallo lors de la rencontre régionale sur la démographie samedi à Ouagadougou. Bonne nouvelle pour les personnes engagées dans la lutte contre le VIH-Sida en Afrique du Sud. Une fillette de 9 ans séropositive est en pleine rémission. Selon l'équipe de médecins qui la suit, cet enfant a pu vivre sans traitement pendant 8 ans et demi. Une voie à étudier désormais pour limiter les dégâts de la pandémie, notamment en Afrique. Marielle Biogo. Âgée de 9 ans seulement, une fillette est citée en exemple au Congrès international de recherche contre le sida qui se tient à Paris en France. Cette jeune sud-africaine porteuse du VIH-Sida suscite l'espoir au regard du bon état de sa santé. En effet, après avoir eu droit à un traitement intensif de sa naissance, à l'âge de 10 mois, les médecins responsables de son suivi ont estimé qu'il devait observer l'évolution de son état de santé sans antirétroviraux. Le résultat est plus que positif. 8 ans et demi après, elle est en pleine rémission. Le virus a donc arrêté de se propager dans son organisme et n'a pas détruit son système immunitaire. Elle présente une charge virale quasiment nulle, ce qui fera en sorte qu'elle ne souffre pas du sida. Des résultats qui ont reçu l'assentiment de tous les participants au Congrès international contre le sida. Ces derniers se rencontrent pour notamment trouver des voies visant à limiter la charge virale dans l'organisme des patients. Les raisons de cette rémission se trouvent, selon les médecins, dans le système immunitaire et la génome de cet enfant. Une raison qui reste encore à déterminer précisément, mais qui rend optimiste. Cela donnera beaucoup d'espoir aux enfants en Afrique, mais surtout, cela montre bien également l'urgence qu'il y a à diagnostiquer et traiter les enfants très tôt, ont-ils indiqué. Les médecins estiment donc que s'ils arrivent à comprendre le mécanisme grâce auquel l'enfant est protégé, ils pourraient arriver à développer un traitement curatif ou un vaccin contre le VIH. Et justement, les organisateurs de la conférence internationale de recherche sur le sida, qui s'est ouverte le dimanche à Paris, ont appelé les États-Unis, premier contributeur dans la lutte contre l'épidémie, à rester engagés financièrement. Les progrès remarquables accomplis dans la lutte contre le sida n'auraient pas été possibles sans la recherche, et toute coupe dans les financements remettrait en cause ces progrès, selon Linda Gaël Becker, chercheuse au Desmond Tutu HIV Center en Afrique du Sud. Au niveau mondial, les dons gouvernementaux ont chuté l'an dernier à leur plus bas niveau depuis 2010 à 7 milliards de dollars contre 7,5 milliards de dollars en 2015, selon le Kaiser Family Foundation. À présent, parlons sécurité. Au Soudan du Sud, l'ONG Amnesty International dénonce les violences sexuelles subies par des milliers de femmes, de filles et d'hommes dans ce pays depuis le début de la guerre en 2013 entre le camp du président Salva Kiir et celui de son ancien vice-président Riek Machar. Elle a donc publié ce lundi un rapport. Les détails dans cet élément. Dans un nouveau rapport publié ce 24 juillet, l'ONG de défense des droits de l'homme, Amnesty International, décrit la détresse que vivent des milliers de femmes, de filles et d'hommes au Soudan du Sud à cause des violences sexuelles.
Ce rapport intitulé « Do not remain silent » ne pas rester silencieux raconte les scènes d'horreur vécues par les victimes, viols collectifs, mutilations, castrations et bien d'autres. Pour aboutir à ce résultat, des chercheurs d'Amnesty International, mais aussi des défenseurs sud-soudanais des droits de l'homme appartenant à toutes les parties en conflit, se sont entretenus pendant des mois avec quelques 170 victimes de ces violences, dont une vingtaine d'hommes. Les enquêteurs expliquent que nombre de ces victimes ont été ciblées en raison de leur appartenance ethnique, souvent confondue à une allégeance politique, soit au camp du président Salva Kiir, soit à celui de son rival Riek Machar. Amnesty International souligne le caractère ethnique et politique de ces violences et dénonce l'impunité dont jouissent leurs auteurs. L'ONG demande qu'il soit mis fin à ces agressions sexuelles à grande échelle. Des opérateurs économiques burkinabés ont été condamnés par le tribunal de grande instance de Ouagadougou à 3 ans de prison ferme. Ils ont été reconnus coupables de recel et complicité de falsification de données bancaires. Le point avec Judith Rendo. Plusieurs opérateurs économiques burkinabés ont été reconnus coupables de recel et complicité de falsification de données bancaires pour avoir reçu et retiré de leur compte des sommes d'argent allant de 20 à 67 millions de francs CFA, lesquelles sommes provenant de transactions frauduleuses effectuées à leur profit depuis le siège de la compagnie bancaire de l'Afrique de l'Ouest au Sénégal. Il s'agit de Sayouba, Zindebois alias Will Telecom, Mania de l'électronique et 10 autres opérateurs. En février, un audit à la CBAO Dakar avait révélé des transferts irréguliers portant sur 1,8 milliard de francs CFA à destination de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, dont la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, effectués à partir des comptes de clients. Zindeba a écopé avec 2 autres personnes, dont le célèbre homme d'affaires Christian Tabzoba, dit Korogo, de 3 ans de prison ferme et d'une amende de 1,5 million de francs CFA. 8 autres prévenus ont été condamnés à 2 ans de prison ferme et à une amende d'1 million de francs CFA, tandis qu'un autre a écopé de 18 mois de prison ferme et d'une amende de 500 000 francs CFA. Ils ont également été condamnés au remboursement des montants retirés de leur compte et au paiement commun de 10 millions de francs CFA à la CBAO au titre des dommages et intérêts. 10 autres millions de francs CFA devront être également reversés au titre des frais du procès, soulignant qu'il s'agit de la première condamnation impliquant plusieurs hommes d'affaires et entrepreneurs burkinabés pour un délit économique portant sur la même affaire. Toutefois, les inculpés calment leur innocence, affirmant avoir été victimes d'une escroquerie orchestrée par un Ivoirien, André Kouassi, qui a acheté des marchandises réglées par les transferts incriminés. Et on reparle de la fin des travaux de l'atelier sous-régional sur l'état des lieux de la mise en œuvre des niveaux de référence des systèmes MNV et des sauvegardes dans les pays du bassin de Congo. Plusieurs enseignements au sortir de ces assises qui se sont achevées vendredi dernier. Un reportage. Après 5 jours de travaux intenses, l'atelier sous-régional initié par la Comifac s'est achevé vendredi à Libreville. Mais au terme des travaux d'aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des choses à apprendre. Il y a un certain allègement. De plus en plus, nous avons une expertise au niveau de la sous-région et des structures. Nous devons capitaliser sur cela pour pouvoir répondre aux obligations de nos États. Beaucoup d'enseignements au sortir de ces assises. Nous avons vu la détermination de nos collègues d'AGEO sur la nécessité ou sur l'appropriation qu'ils sont en train de faire de l'outil. Et aussi, vous avez noté la volonté de nos partenaires à nous accompagner, à lever les blocages qu'il y a encore au niveau de nos États pour pouvoir réellement contribuer à l'atteinte de l'objectif global. Pour notre part, nous avons pris bonne note des recommandations que vous avez bien formulées, tant à l'endroit des États que de la Comifac, aussi bien des partenaires. Nous ferons notre part de façon à ce que cet idéal que les chefs des États ont voulu en créant une institution d'harmonisation des politiques forestières et environnementales au niveau de notre sous-région puisse jouer son rôle. La Comifac s'est engagée à mettre en œuvre les recommandations formulées par les experts.
Et dans le cadre du focus de ce journal, nous vous proposons de suivre cet entretien sur le bilan de l'atelier sous-régional sur l'état des lieux de la mise en œuvre des niveaux de référence des systèmes MNV et des sauvegardes dans les pays du bassin du Congo qui se sont achevés cette fin de semaine à Libreville. Regardez. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce focus d'information sur Canal 7. Ce soir, nous sommes avec Monsieur Ludovic Itouamazous. Il est le secrétaire exécutif adjoint de la COMIFAC, la Commission des forêts d'Afrique centrale. Et il va donc nous entretenir sur ces travaux de l'atelier sous-régional qui viennent de s'achever à Libreville. Alors, monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Les travaux de l'atelier sous-régional organisé par la COMIFAC s'achèvent. En quoi ont-ils consisté concrètement? Oui, merci madame. Vous savez que nos pays, nous sommes des pays forestiers, nos États sont engagés dans la lutte contre les changements climatiques. Et depuis que la question forestière est rentrée dans les discussions sur les climats, cela a créé beaucoup d'engouement au niveau de nos États qui se sont engagés dans le processus de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur forestier. Et on a couramment appelé ça le processus RED+. Et pour mettre en œuvre le processus RED+, pour pouvoir parvenir à réduire les émissions dans le secteur forestier, il y a un certain nombre d'outils ou d'instruments que les pays doivent mettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif. Et donc, vous voyez que l'atelier portait sur l'état de mise en œuvre des MNV. MNV, ça veut dire monitoring, notification et vérification. Ça veut dire que vous faites un état, vous faites un rapport et il y a une tierce partie qui vient vérifier pour être sûr que ce que vous avez donné comme information est valable. Il y a la notion de scénario de référence qui veut dire c'est sur quelle base, quelle est la base à partir de laquelle, comment vous l'avez constitué pour permettre de suivre si oui ou non vous êtes en train de réduire vos émissions. Et enfin, il y a cette notion de sauvegarde qui sont des garanties sociales qu'il faut mettre en œuvre lorsqu'on met en œuvre de la REV, qui intègrent justement l'aspect lié à la prise en compte des populations locales et autochtones dans tout ce processus. Et donc, nos États sont engagés. Le processus a été très difficile au début. Il fallait avoir des images satellitales, il fallait renforcer les capacités des populations, mettre en place des équipes au niveau pays, mettre en place des montages institutionnels. Et donc, pour emboîter le pas, vous savez que à Paris, nous avons conclu en décembre 2015 donc, un accord contraignant qui nous oblige effectivement de continuer sur cette voie. Et puisque nos pays se sont engagés, la Commission des forêts d'Afrique centrale a la mission d'encadrer les pays, aller vers l'harmonisation des politiques dans le secteur forestier et environnemental, et en nous basant sur les recommandations du Conseil des ministres de la COMIFAC, de renforcer les capacités des États pour pouvoir être à même de répondre à ces obligations que nos États ont souscrites volontairement pour mettre en œuvre l'accord de Paris. Il fallait mettre en œuvre un certain nombre d'activités. Et donc, entre autres activités, il fallait justement être sûr si nos États sont prêts ou pas pour réduire les émissions dans le secteur forestier qui est très sensible. Donc c'est pour cela que cet atelier d'échange a été organisé ici à Libreville. Nous avons donc effectivement permis aux uns et aux autres de dire aux autres à quel niveau ils sont dans cette dynamique et dans ce processus. Et ça a été effectivement très riche, très riche, très riche. Les experts, j'espère, ils sont repartis satisfaits et chacun saurait l'utiliser au mieux pour son pays. Vous savez, le Gabon a réalisé certains progrès, par exemple en matière de suivi à partir de l'observation spatiale de la couverture forestière. Le Gabon est doté d'une agence qu'on appelle couramment AGEOS qui est située là-bas sur le site d'Uncock. Donc tous les experts de 10 pays de la sous-région spécialisés sur les questions des SIG et télédétection qui étaient ici avec nous pendant cet atelier, ont eu l'opportunité d'aller visiter les installations d'AGEOS, tout ce qui s'est fait là-bas, et justement voir le potentiel qu'il y a justement au niveau de cette unité d'AGEOS et en quoi et comment ça peut servir pour les autres pays. Donc vraiment, ça a été
très enrichissant. Nous pensons que nous sommes satisfaits de l'atelier. Vous avez certainement suivi les recommandations qui sont sorties de cet atelier. Il nous oblige, il nous urge, nous, secrétariat exécutif de la Comifac, d'établir des cadres de collaboration avec AGEOS pour que ce patrimoine soit effectivement à la disposition et à la portée des autres pays qui sont encore, qui éprouvent un besoin de renforcement des capacités dans ce secteur-là. En dehors des experts, on a vu la participation des partenaires. Quel a été le rapport? Bon, vous savez que la Commission des forêts, pour pouvoir être à même de réunir et mobiliser les experts des 10 pays de la sous-région, il nous faut de la ressource. Donc, ces partenaires nous ont contribué en partie pour pouvoir apporter de la ressource qui a permis aux uns aux autres de pouvoir effectuer les déplacements de Libreville, ça c'est un. De deux, les technologies d'MNV et de scénarios de référence sont expérimentées et mises en œuvre dans toutes les parties du monde. C'est pour cela que vous avez vu que nous avons fait venir IEASA, par exemple, qui est une institution d'application internationale reconnue en matière de recherche sur les questions des scénarios de référence. Ils sont partis de l'Autriche. Ils sont venus ici pour nous partager leur expérience. Nous avons les amis de la coalition des pays des forêts tropicales qui sont partis de la Suisse, de New York, pour venir partager avec nous ce qu'ils font et montrer les opportunités de collaboration. Une chose aussi, vous avez vu la participation des amis japonais qui ont aussi tout un dispositif agence spatiale japonaise qui ont mis au point certaines technologies qui nous permettent, nous, de faire un complément avec ce que nous sommes en train de faire au niveau de la sous-région. Je prends un exemple, quand on prend le cas du Gabon et du Sud Congo-Brazzaville, ce sont des régions qui sont généralement affectées par des nuages. Et en faisant le travail, par exemple, au niveau d'AGEOS, ils sont parfois confrontés à cette question des nuages. Mais la technologie japonaise permet de braver ces nuages et pouvoir percer ces nuages et percevoir les changements qui surviennent au niveau de la terre ou de la forêt. Donc c'est pour dire qu'effectivement, avons eu besoin de ces partenaires pour que les uns et les autres apportent leur expertise pour donner de la bonne matière aux experts de la sous-région qui pourront à l'avenir mieux aller faire leur travail. Jeudi, vous avez été justement, comme vous l'indiquiez tout à l'heure, à la GEOS et l'un des responsables de la GEOS a parlé d'un partenariat qui est en train de s'établir entre la Comifac et l'agence gabonaise. Qu'en est-il exactement? Bon, effectivement, il faut parler de ce partenariat. Nous savons au niveau de la sous-région qu'au départ, avec l'implantation du projet AGEOS qui couvre un rayon de plus de 2000 km. Donc, tous nos pays de la sous-région sont couverts, et même l'Afrique de l'Ouest sont couverts par le rayon de l'antenne de AGEOS, des images qu'il reçoit. Comment donc cet instrument qui a la possibilité de fournir les informations pour les autres pays également peut justement être mis à la communauté de la sous-région pour qu'on en profite au maximum. Donc, le cadre, et non seulement il y a cette notion d'acquisition d'images satellitales, mais il y a aussi la notion de formation. AGEOS aujourd'hui a acquis une certaine expertise que les autres pays n'ont pas. Donc effectivement, pour nous, le secrétariat exécutif, nous avons bien noté les soucis et les préoccupations des participants, parce que nous travaillons sur la base des recommandations des pays. Ce sont des experts des pays qui étaient là, qui sont aux pointes de cette technologie, qui ont recommandé à la Comifac, et nous devons nous organiser pour pouvoir répondre à cette sollicitation et ces ententes des pays. Et quel est aujourd'hui l'état des forêts de la Comifac? Bon, dans l'ensemble, il faut avouer que la forêt au niveau de notre sous-région, dans la dynamique sous-régionale, la forêt est gérée sur la base d'un plan de convergence où tous les pays se sont convenus pour mettre en œuvre, pour gérer de façon concertée la forêt sur plusieurs axes. Et là, au niveau de la Comifac, il y a eu à peine un premier plan de convergence qui venait de s'achever et on est en train d'aller maintenant vers le deuxième plan de convergence. La mise en œuvre de ce plan, le premier plan de convergence, a prouvé qu'effectivement les efforts sont en train d'être faits et notre forêt est de moins en moins menacée grâce à ces divers efforts, diverses initiatives qui sont mises en œuvre au niveau de la sous-région. Et aujourd'hui, après Libreville, c'est quoi la suite? Après Libreville, c'est quoi la suite? Il faut qu'au niveau des pays, que les uns et les autres repartent, qu'ils fassent réellement un état, qu'est-ce qu'ils ont besoin.
Il faut qu'au niveau de la Comifac, nous anticipons des discussions avec les amis d'AGEOS et le gouvernement du Gabon pour pouvoir établir cet accord de partenariat. Et ensuite, voir comment organiser des sessions de formation ici à Libreville sur le site d'AGEOS au profit des experts des autres pays. Alors, Monsieur Ludovic Masseuse, merci. 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 Alors, mesdames, messieurs, c'est la fin de votre focus du journal. Restez en compagnie de Canal 7. Et c'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée sur Canal 7. Et surtout, n'oubliez pas, beaucoup de petites choses, pas beaucoup de petites gens, beaucoup de petits lieux peuvent bouleverser la face du monde. Prenez soin de vous. Bonsoir.